Démator! Aujourd'hui, je continue de vous présenter le conflit entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie. Si vous voulez connaître les origines de cette affaire, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un rapide résumé pour recontextualiser. En 911 est créé le duché de Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Une partie de l'ancienne Neustrie est donnée au chef viking Rollon par le roi des Francs. Rapidement, Rollon, puis son fils après lui, se mettent à conquérir des terres voisines pour agrandir leur territoire. Ils s'emparent entre autres du Cotentin et de l'Avranchin, ancienne conquête du royaume breton de Salomon. Car la Bretagne, pendant ce temps-là, est ravagée. Les Vikings y sont arrivés en nombre et une grande partie du pouvoir politique et religieux est en exil. Alain Barbetorte, descendant des rois bretons, revient, est victorieux et est intronisé duc des Bretons. S'ensuit un conflit pour le pouvoir entre la maison de Nantes et la maison de Rennes. C'est finalement la maison de Rennes qui l'emporte. Seulement, dans le conflit, le comté de Nantes tombe entre les mains du célèbre Fulquenera, le comte d'Anjou. Ça va? Vous suivez toujours? Bien. Pour tenter de récupérer le Nantais, le duc breton Geoffroy Ier organise un mariage avec la désormais très puissante famille des ducs de Normandie. En 996, il se marie avec Avoise, la sœur du duc Richard II. Et en l'an 1000, Richard II se marie avec Judith, la sœur du duc breton. Une forte alliance est ainsi créée entre les deux duchés. Mais après un règne passé à tenter de récupérer le Nantais, en vain, Geoffroy meurt en 1008. Ses enfants sont encore jeunes, et c'est sa femme Avoise qui gère le duché, sous la surveillance de Richard de Normandie, oncle et tuteur des enfants. Si c'est assez clair pour vous, je peux attaquer la suite. Et sinon, je vais quand même attaquer la suite, de toute façon. La période qui suit la mort de Geoffroy est compliquée pour sa veuve Avoise et ses deux fils, Alain et Eudes. Face à l'intensification du pouvoir féodal et l'augmentation des taxes, la vie devient de plus en plus compliquée pour les paysans. Ainsi, vers 1008-1010, une révolte paysanne de grande envergure éclate. Cependant, sans organisation et meneur clair, elle est rapidement réprimée. C'est l'occasion pour le futur duc de s'affirmer. Alors âgé d'environ 12 ans, Alain mène les seigneurs bretons et met un terme à cette jacquerie. Néanmoins, le calme ne dure pas. 2 ans plus tard, une révolte de nobles a lieu contre la famille régnante. Mais la duchesse Avoise, accompagnée de ses deux fils, Alain et Eudes, met un terme à cette révolte en exécutant le meneur. Mais ce n'est pas tout. Avec ces troubles, le duc de Normandie, frère d'Avoise, en profite pour agrandir encore un peu son territoire. C'est ainsi qu'en 1009, il s'empare politiquement du mont Saint-Michel en nommant un nouvel abbé. Celui d'avant était plutôt proche des Bretons, alors que le nouveau lui est fidèle. De ce fait, il pousse les frontières du duché jusqu'au Quénon. Mais il va encore plus loin, puisqu'il invite Olaf Haraldsson, futur roi de Norvège, avec qui il est très proche, à s'emparer de Dole pour la piller. Autant dire que c'est une période compliquée pour le duché et pour la famille régnante. Elle n'a plus le contrôle sur le Nantais, son pouvoir est remis en question par des vassaux turbulents, et elle doit accepter le grignotement de son territoire par son voisin, le duc de Normandie. Et ce, même s'ils sont théoriquement alliés. Le pouvoir ducal est alors faible, mais c'est sans prendre en compte une donnée importante. La duchesse Avoise, qui élève ses deux fils pour en faire de véritables meneurs. La duchesse Avoise a 3 enfants, 2 fils, Alain et Eudes, et une fille, Adèle. Et s'il y a bien une particularité sous sa régence, c'est le partage du pouvoir. En effet, tous les actes ducaux sont signés de sa main et de celle de ses 2 fils. Ce qui est surprenant, c'est que les actes sont signés Alain et Eudes, monarques des Bretons, princes de Bretagne, ou encore les comtes de Bretagne, Alain et Eudes.
Par la suite, lorsque Alain prendra la couronne ducale, Eudes sera plus souvent nommé en tant que frère du comte ou frère du duc, ou plus simplement en tant que comte Eudes. Mais le partage du pouvoir est une réalité durant le règne d'Alain III. Puisque lorsque ce dernier est en campagne, hors des frontières bretonnes, c'est son frère qui gère le duché. Et inversement, lorsque la présence du duc est demandée, mais qu'il ne peut pas s'absenter, il envoie son frère, comme à Chouzy vers 1035, pour y rencontrer le roi de France. Cet exercice partagé du pouvoir est assez exceptionnel, comme le montre au même moment l'exemple de leur cousin normand. Richard II, le duc de Normandie, a 2 fils, Richard et Robert. On a donc ici le même schéma de base. Et lorsqu'il décède, en 1026, c'est son fils aîné qui hérite, sous le nom de Richard III. Mais immédiatement, son frère Robert se dresse contre lui et mène une révolte. Vaincu militairement, il accède tout de même au pouvoir un an plus tard, après l'empoisonnement du duc Richard III. Inutile de préciser qui est le principal suspect de ce meurtre. Mais en Bretagne, c'est différent. Et il y a une hypothèse que je trouve suffisamment intéressante pour vous en faire part. Et si Alain et Eudes étaient jumeaux? Cette hypothèse est soulevée par André-Yves Bourges et est fort intéressante. Puisque, hormis le fait qu'ils étaient tout le temps ensemble, qu'ils n'ont pas tenté de s'empoisonner, ce qui est un exploit pour l'époque, et qu'ils semblent s'être partagé le pouvoir sans heurts, ils sont nommés dans un même acte en même temps comme arrivés à l'âge adulte. De plus, leur date de naissance ne nous est pas connue clairement. Pour Alain, c'est probablement aux alentours de 997, mais pour Eudes, nous n'en savons rien. Et enfin, arrivé à l'âge adulte, c'est Alain qui devient duc. Mais il ne laisse pas son frère sans rien, puisqu'il crée pour lui une grande seigneurie sur la côte nord de la Bretagne. C'est la création du comté de Penthièvre, Eudes étant le premier des Eudonides, famille qui jouera un grand rôle dans l'histoire de Bretagne par la suite. Bien sûr, en faisant ça, Alain s'assure également d'un puissant vassal, allié indéfaillible face aux autres comtes de Bretagne. En tout cas, ce lien entre les deux frères est très intéressant. Et je vous mets tous les liens dans la description, en dessous, si vous voulez aller plus loin. Nous voilà donc dans une situation politique particulière. La jeunesse des deux frères est marquée par un affaiblissement du pouvoir, déjà fragile sous le règne de leur père. Ce dernier n'a en effet jamais réussi à récupérer le Nantais, territoire désormais vassal du comte d'Anjou, Fulquenera. Mais cela va changer avec l'arrivée au pouvoir d'Alain en 1024. Après avoir calmé les seigneurs turbulents dans sa jeunesse, il envoie son armée en Cornouailles pour faire face à Alain Cagnart, le puissant comte de Cornouailles. Sans victoire militaire apparente pour le duc, le comte de Cornouailles se range tout de même derrière son dirigeant, devenant un fidèle du pouvoir. Son duché pacifié, Alain, troisième du nom, tourne ses troupes vers le Nantais. Le comte de Nantes est Budic, descendant de Barbetorte. Fidèle à Fulquenera, il appelle ce dernier à la rescousse pour faire face au duc breton. Seulement, l'Angevin est trop occupé et ne peut pas envoyer d'aide. Pour éviter un désastre, Budic préfère se soumettre à Alain en se déclarant son vassal. Le Nantais redevient breton. Alain réussit donc là où son père avait échoué. Avec cette victoire, le duché reprend une place d'importance dans le jeu politique de l'ouest de la Francie. Le duc s'entoure d'une véritable cour et nomme un chancelier pour rédiger les nombreux actes ducaux. C'est le début d'une véritable administration ducale. Il faut savoir qu'il est le premier duc de Bretagne à mettre son nom sur la monnaie ducale. Un véritable gage de puissance pour l'époque. Il est également très présent sur la scène diplomatique et militaire de l'ouest de la Francie. Pour s'assurer de la tranquillité avec son voisin angevin, il s'allie avec le comte du Maine, le comte de Blois et se rapproche du roi de France. Fulquenera n'a désormais plus les moyens de récupérer le Nantais et n'est plus une menace face à un duché de Bretagne uni. Mais il y a un autre voisin, lui de plus en plus gourmand,
et ce, malgré les liens familiaux. Il est temps pour Alain et Eudes de s'occuper de la Normandie. Le nouveau duc de Normandie, Robert II, entend bien continuer l'expansion initiée par ses ancêtres. Face à cette menace, Alain change de stratégie et met définitivement de côté l'alliance avec le duché normand. Il choisit en effet de se rapprocher du comte de Blois. Pour ce faire, il épouse la fille du comte, Berthe. Pour l'anecdote, c'est Alain Cagnart, le comte de Cornouailles, qui est chargé d'aller la chercher, ce qui montre bien la confiance que lui accordait le duc de Bretagne. Toujours est-il que la rupture dans la diplomatie envers les Normands n'est pas du goût de Robert II, à tel point qu'il exige un serment de fidélité de la part de son cousin Alain III. Et pour l'intimider, il envahit le nord du comté de Rennes et fait construire un château sur les terres bretonnes au bord du Couesnon. Ce qu'Alain ne peut évidemment pas accepter, c'est clairement une déclaration de guerre. Le duc breton est obligé de défendre son titre ainsi que ses terres, et par la même occasion peut tenter de récupérer le Mont-Saint-Michel. Le duc de Bretagne réunit alors ses troupes et marche contre le duc normand. Robert attaque Dole, tandis qu'Alain attaque Avranches. Aux alentours de Pâques de l'année 1030, les troupes normandes rattrapent les Bretons près d'Avranches. Alain et Eudes reçoivent le secours des troupes d'Alain Cagnart de Cornouailles et du comte Budic de Nantes. Mais sur les rives du mont Saint-Michel, les troupes bretonnes subissent de lourdes pertes. Bien trop lourdes pour continuer. Alain accepte de rencontrer Robert II au mont Saint-Michel, sous l'arbitrage de l'archevêque de Rouen, Robert le Danois, qui est accessoirement leur oncle à tous les deux. Et afin d'éviter le pire, Alain accepte de prêter un serment de fidélité à Robert et d'en devenir le vassal. Il reconnaît par cet acte la perte du Mont Saint-Michel et la nouvelle frontière définie par le Couesnon. Mais épargne probablement à son duché une campagne militaire normande qui aurait été désastreuse pour la Bretagne et pour tout le travail accompli jusqu'à présent. Durant les années qui suivent, Alain continue sa politique active à l'intérieur du duché comme à l'extérieur. C'est en 1032 qu'il crée le titre de comte de Penthièvre pour son frère, et il obtient un héritier en 1033 avec la naissance de Conan. Il crée également l'abbaye de Saint-Georges à Rennes, avec à sa tête sa sœur Adèle. Elle devient la première abbesse de cette abbaye, car à l'époque, il était possible pour une femme d'être abbesse. Eudes, désormais Eudes Ier de Penthièvre, est également présent à la signature de l'acte. Mais les plans d'Alain sont chamboulés lorsque son ennemi et cousin Robert II meurt sur la route du retour d'un pèlerinage à Jérusalem en 1035. L'héritier du puissant duché de Normandie est alors un jeune garçon âgé de 7 ans, que normalement vous connaissez. Il s'agit d'un certain Guillaume, sûrement le Normand le plus célèbre de la planète. S'ensuit une série de conflits entre les Richardides, une branche de la famille des ducs normands, et les partisans de Guillaume. Alain voit sûrement là l'occasion de prendre une revanche et d'imposer son pouvoir en Normandie, puisqu'il se déclare tuteur de Guillaume, s'appuyant sur les liens familiaux. Et il s'investit pleinement dans la protection de son neveu, menant des campagnes en Normandie contre ses ennemis, laissant pendant ce temps-là son frère gérer le duché. Alain est parmi les plus fervents défenseurs de Guillaume, avec son propre oncle, Robert le Danois, l'archevêque de Rouen. Seulement, la guerre ne se déroule pas que sur les champs de bataille. C'est ainsi que le 1er octobre 1040, à Virmoutier, en Normandie, Alain III est assassiné, empoisonné par ses ennemis. C'est l'un des premiers d'une longue série de meurtres dans l'entourage de Guillaume, meurtres orchestrés par les Richardides. Alain est inhumé en Normandie, à Fécamp, aux côtés des premiers ducs de Normandie, ce qui prouve l'importance qu'il avait réussi à obtenir dans ce duché. En Bretagne, son fils est encore mineur, et c'est tout naturellement que le pouvoir revient à son frère Eudes. Et il y a clairement deux versions radicalement différentes de son règne.
usurpateur pour certains, exerçant le pouvoir de plein droit pour d'autres, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. De plus, Eudes jouera un rôle actif dans la jeunesse de Guillaume, mais parmi ses adversaires. Ce règne et ses conséquences mèneront à la campagne contre la Bretagne menée par Guillaume le Conquérant en 1064, dernier acte du conflit entre le duché de Bretagne et celui de Normandie. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la commenter en dessous, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie. Je remercie les gens qui le font. Et rejoindre la chaîne sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je ne suis pas hyper actif, c'est vrai, mais je vais essayer d'arranger ça. Vous trouverez évidemment tout dans la description. Sur ce, je vous dis trudgeré, à Tchonevo. Around the world.